inventaire et qualité des données. Alors, nous avons déjà vu les principales étapes d'un projet en analyse de données et je vous avais dit que le bloc données, le bloc 2, on pouvait le séparer en sous-étapes. Alors, donc, première étape, définition des objectifs. Ensuite, données. À l'intérieur de données, on va couvrir l'inventaire des données et l'estimation de leur qualité. Deuxièmement, la constitution de la base de données, donc comment on va extraire les données, comment on va les fusionner, les nettoyer, tout ça. Et enfin, l'exploration et les traitements préliminaires des données. Alors, dans cette capsule, ce qu'on va couvrir, c'est inventaire et qualité des données. Alors, on va commencer par se demander qu'est-ce qu'on entend par qualité des données. Okay? Il y a différentes façons de s'interroger ou d'évaluer la qualité des données. Ça va dépendre du contexte et des projets. Mais en général, on va se poser 3 questions. Question 1, est-ce que mes données sont représentatives de ma population cible? Ici, il faut comprendre que pour faire ça, il faut s'être d'abord interrogé sur c'est qui la population cible dans mon projet. Donc, selon l'objectif que j'ai, c'est qui ma population cible. Et est-ce que mes données représentent bien cette population-là? En général, le caractère représentatif ou pas des données ne dépend pas du volume. Donc, il dépend du caractère aléatoire, de la variabilité que vous avez dans votre jeu de données. Donc, on peut avoir un jeu de données qui est immense, mais qui n'est pas représentatif du tout. On peut avoir un jeu de données qui est tout petit, mais qui a été tiré de façon aléatoire et qui nous donne quand même une bonne représentativité de l'ensemble de notre population. Donc, représentativité puis quantité, là, c'est pas la même chose. C'est souvent confondu. Souvent, on va dire, j'ai une grosse base de données, donc je suis correct, mais non. Donc, la grosse base de données n'est pas nécessairement représentative de la population qui nous intéresse. Deuxième élément, est-ce que nos données nous permettent de conclure à des relations de causalité? Est-ce qu'on est capable, à partir des données qu'on a, de dire cette variable-là cause telle affaire sur celle-ci? Donc, généralement, pour tirer des relations de causalité, il nous faut des données expérimentales, donc qui ont été recueillies dans des expériences randomisées. On va y revenir. Et finalement, est-ce que ce qu'il y a dans mes données est fiable? Est-ce que l'information qui est écrite est bien écrite? Est-ce que l'appareil de mesure a enregistré la bonne valeur? Est-ce que le répondant a vraiment répondu la réalité? Est-ce qu'il y a des données qui sont manquantes pour différentes raisons? Donc, il y a la question de la fiabilité des données qu'il faut prendre en considération aussi. Alors, on va... l'évaluation de la qualité d'un jeu de données, là, ça dépend vraiment du jeu de données. Il faut le faire à chaque fois. Il faut s'interroger là-dessus à chaque fois qu'on fait un nouveau projet. Mais ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter différentes sources de données. Et puis, je vais discuter avec vous de la qualité, du niveau de qualité qu'on peut retrouver dans ce type de données-là. Alors, commençons par les données expérimentales. Les données expérimentales, si vous avez étudié en statistique ou si vous venez d'un programme, d'une science de type biologie, chimie, donc les données expérimentales, c'est probablement ce que vous connaissez le mieux. Donc, ce sont des données qui ont été recueillies dans le cadre d'une expérience planifiée. Donc, des données où notre échantillon a été tiré de façon aléatoire, où on a assigné un traitement à chaque valeur en s'assurant que on l'assignait de façon complètement aléatoire aussi, ou selon certaines stratégies d'échantillonnage, là, mais qui sont bien connues et qui nous permettent de traiter ces données-là statistiquement pour vraiment tirer des conclusions fiables de ce qu'on a fait. Donc, les données de laboratoire, c'est à peu près la donnée parfaite, je dirais. Il y a, quand on a à travailler dans certains domaines, comme par exemple en médecine, où là, on va faire des expériences aussi, mais ici, ça risque d'être un petit peu plus difficile d'avoir le caractère représentatif.
Donc, si on prend l'exemple que j'ai lu récemment dans un journal là, sur la COVID, donc les vaccins contre la COVID, euh, ils ont été testés sur un échantillon de personnes, mais pour faire ça, il faut être volontaire, hein. Donc, parmi les volontaires, ben, les volontaires n'étaient pas nécessairement représentatifs de l'ensemble de la population. Puis c'est normal parce qu'on peut pas, les chercheurs ne peuvent pas imposer aux gens de participer à une étude de ce type-là. Donc, on pourrait pas sélectionner les gens sur une base aléatoire pour leur dire, ben, vous allez tester ce vaccin-là, ça fonctionne pas. Donc, l'échantillon n'est pas nécessairement représentatif, quoi qu'ils vont essayer de le faire. Ils vont essayer de travailler pour corriger un peu le caractère non représentatif quand ils le peuvent. Mais ce qui est clair, c'est que c'est des expériences qui sont randomisées, dans le sens où à l'intérieur de l'échantillon qu'on a, les gens se font assigner un traitement à l'aveugle, de sorte qu'on peut tirer vraiment une conclusion sur la relation entre le vaccin, par exemple, et le fait d'avoir attrapé ou pas la COVID. Donc, en médecine, on a encore une fois là, quelque chose qui est des données qu'on va avoir qui sont de grande qualité aussi, en termes de est-ce que c'est fiable ou pas, là. Donc, la donnée recueillie va être bien recueillie. Les expériences vont très souvent être randomisées, pas toujours, mais très souvent. C'est le caractère représentatif qui va varier un peu d'une étude à l'autre. On va aussi parfois avoir des données expérimentales en marketing. Donc, on va par exemple tester une version ou une autre d'un site web ou une version ou une autre d'une publicité. On va les envoyer aléatoirement à deux groupes différents. Et là, encore une fois, on va pouvoir tirer des conclusions sur la relation de causalité entre la façon d'écrire la pub ou la façon de présenter la pub ou le design du site web et ce qu'on recherche à faire, la vente par exemple, ou le temps de rester sur un site web, ce genre de choses-là. Donc voilà pour les données expérimentales. La plupart des méthodes statistiques que vous avez vues dans un bac en statistique permettent de travailler très très fort sur ce type de données-là, de corriger les problèmes d'échantillonnage qu'il peut y avoir, d'analyser ça en profondeur, de s'assurer qu'on tire vraiment des conclusions qui sont solides. En pratique, toutefois, c'est assez rare là, sur le marché du travail, à l'extérieur des grands laboratoires ou de certaines usines, qu'on a ce type de données-là. Donc, dans une entreprise ou dans une organisation, on a quoi comme type de données? Bien, on va avoir des données internes. Données internes, des données une base de données sur la production d'une usine. Donc, ça, ici, on a en général quelque chose qui est fiable, quelque chose qui est représentatif, hein, c'est la production de notre usine. Ben, si on cherche à faire l'étude sur notre usine, ben, on devrait avoir quelque chose de représentatif dans notre jeu de données. Par contre, si on voulait aller appliquer le modèle qu'on a créé dans une autre usine, ben là, il faudrait s'assurer que l'équipement est le même, que les conditions sont les mêmes. Donc, dans ce cas-là, ça pourrait être plus difficile de transférer sur le modèle ailleurs. Mais en général, on arrive à avoir quelque chose de pas mal représentatif. Et on peut même parfois faire des expériences randomisées en usine. Donc, on peut avoir des données de très très haute qualité. Mais souvent, ce qu'on a, c'est des données qu'on dit observationnelles. Donc, par exemple, des bases de données clients. La base de données client, c'est le client qui a accepté de venir chez moi. C'est pas moi qui a sélectionné aléatoirement des clients pour leur dire vous allez être dans ma base de données. Donc, la base de données client est représentative de tes clients. Elle n'est pas représentative de tous les clients que tu voudrais avoir, probablement. Donc, ça ne nous empêche pas de travailler avec une base de données client, là, pas du tout. Mais il faut être conscient des limites de notre base de données client. Même chose, si on observe des corrélations dans ces bases de données-là, c'est pas des relations de causalité nécessairement. OK? Ça ne nous empêche pas de faire quelque chose avec ces corrélations-là, ça ne nous empêche pas de l'exploiter, mais il faut faire attention, il ne faut pas tirer de conclusions là, très très fermes sur la causalité entre deux variables. Généralement, c'est assez fiable, mais ça, d'une entreprise à l'autre, ça varie. Des listes de transactions, ça va être un peu la même chose. Informations sur les visites sur le web, ça va être le même genre d'analyse de qualité qu'on va faire. Même chose pour des listes de clients potentiels. Base de données des employés.
peut-être un peu plus représentatif qu'une base de données client, par exemple, mais encore. Et puis, finalement, il y a les bases de données de sondage. Donc, souvent, à l'intérieur de grandes entreprises, là, ils vont faire des sondages à l'externe. Donc, ici, on arrive à avoir quelque chose qui est un peu plus représentatif quand on veut compléter un peu notre base de données client, qu'on s'interroge si elle est représentative ou pas, mais on peut aller compléter avec des sondages dans la population. Mais encore là, avec les taux de réponse qu'on a aujourd'hui, c'est assez critiqué là, comme de pouvoir dire que c'est si représentatif que ça. Maintenant, source de données officielle, Statistique Canada, qui est une super source de données officielles, notamment avec le recensement. Donc là, le recensement, là, c'est même pas un échantillon représentatif de la population du Canada, c'est la population au complet qu'on a. Donc, c'est même pas un échantillonnage qu'on a fait à travers ça, c'est vraiment la population. Euh, donc, évidemment, c'est très, très fiable comme source de données. Et puis, vous pouvez y accéder, c'est gratuit. Puis si jamais vous voulez y accéder avec R, il y a une librairie qui est faite pour aller chercher directement les jeux de données de Statistique Canada. Ça s'appelle la librairie CanSim 2R. Donc voilà, données de très bonne qualité. Mais encore ici, là, c'est pas parce qu'on a la population au complet qu'on est capable de tirer des relations sur la causalité entre deux variables. Okay? Encore ici, là, ce qu'on va observer, c'est des corrélations. Donc, il faut être prudent dans notre interprétation de ce genre de données-là. Même chose avec les données de l'Institut de la statistique du Québec. Je voulais vous parler aussi des données de Ressources naturelles Canada, qui sont un tout autre type de données, mais qui peuvent être super utiles, qui contiennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de données spatiales, donc beaucoup de cartes et de données spatiales, surtout en format shapefile, donc sur l'ensemble du Canada, et c'est gratuit. Alors, vous pouvez cliquer sur les liens là, dans les diapos, ça va vous amener vers les ressources que je vous mentionne ici. Autre ressource officielle, il y a plein de données là, qui viennent des différents ministères et organismes. Vous pouvez aller sur... encore ici, les liens sont cliquables, le Québec et le Canada sur la diapo, ils sont cliquables. Donc, le gouvernement de plus en plus met à la disposition des citoyens des bases de données, des banques de données qui sont ouvertes. Mais ici, il faut faire attention, il faut vraiment faire l'analyse à chaque fois là, de se demander est-ce que c'est représentatif? Est-ce que je peux tirer des conclusions sur la causalité entre deux événements? Et puis, est-ce que les données sont fiables? Autres données disponibles, réseaux sociaux, diverses données en ligne, données payantes. Donc, réseaux sociaux, diverses données en ligne, en général, c'est assez pauvre ce qu'on a comme qualité de données. On n'a pas d'informations sur la fiabilité. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Puis on n'a pas... On sait pas ce qui manque. En fait, on sait pas comment ça a été mesuré. Ça n'a rien de représentatif. Pas moyen de tirer des relations de causalité là-dedans. Donc, il faut être très prudent avec ces données-là. Ça ne nous empêche pas de travailler avec, ça ne nous empêche pas de compléter ce qu'on fait avec des informations qui viennent d'un peu partout comme ça. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire des hypothèses à partir de ces données-là. Quand on n'a rien, on peut travailler avec quand même. Là. Je vous dis pas qu'on ne travaille pas avec ces données-là. On est juste plus prudent dans les conclusions qu'on tire avec des données qui sont de moindre qualité. Alors, rappel, c'est quoi la qualité des données? Est-ce qu'elles sont représentatives? Est-ce qu'elles permettent de tirer des conclusions de causalité? Donc, est-ce que c'est une expérience randomisée finalement qui a été faite? Et finalement, est-ce qu'elles sont fiables? Alors, c'est les questions que vous devez vous poser en partant avec chacun des jeux de données avec lesquels vous avez à travailler.